Je coupe tous les micros comme ça, il n'y a plus d'interférence. Donc, bien sûr, si vous voulez écrire quelque chose, vous écrivez sur le côté. Et moi, je vais vous partager mon écran. Et puis, on va… Toc. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, si vous voulez couper vos caméras pour l'instant, ça peut permettre que votre bande passante soit un petit peu meilleure. Et puis, je reviendrai vers vous de toute façon ensuite, voilà, pour qu'on puisse partager si vous avez des questions. Donc, j'ai préparé… Alors, s'il y a un truc bug à un moment, comme là, je ne vois pas ce que vous écrivez, vous mettez votre micro et vous me dites, hein, on est à la cool quand même ce soir. Hein. Alors, pof, je vais mettre ça en plein écran. Voilà, pour vous, ça va être plus agréable comme ça. Donc, allez, cette soirée, je lui ai mis un titre parce qu'il en faut bien un. J'ai appelé ça « Comment devenir des praticiens en tarot psychologie confiants, créatifs et inspirés sans syndrome de l'imposteur ». Ben oui, parce que bon, il faut bien une accroche pour attirer votre attention et je trouve que ça, quand même, ça attire l'attention. Avec en plus petit, quand même, ne doutez plus de vos interprétations, réveillez votre tarologue intérieur. Et ouais, parce que c'est quand même ça l'objectif pour moi, c'est de partager avec vous tout ça. Alors, c'est parti, on y va. Et puis, je vais redécouvrir… Ah, j'ai une connexion Internet instable. Alors, je vais juste quand même regarder si je suis sur la bonne connexion Internet. Oui, j'y suis. Pouf, on y retourne. Hop, plein écran. Voilà, donc j'espère que ça va marcher quand même ma connexion. Alors, on est dans le vif du sujet tout de suite, comme ça on ne perd pas de temps. J'ai envie de vous partager 3 clés ce soir. Donc, vous allez voir, pour ceux qui soit travaillent déjà avec moi, soit me suivent un petit peu, mon discours ne change pas. Je suis cohérente. Donc, je vais encore parler de la même chose d'une autre manière. J'ai essayé d'organiser ça un petit peu différemment, mais bien sûr, le fond, c'est toujours le même. Hein. Donc, les 3 clés, je vous les présente tout de suite. Les 3 clés dont on va parler ce soir, qui est un petit peu l'ouverture de piste pour dialoguer autour de ce tarot. Ce sont les 3 clés qui m'ont permis à moi, puisqu'on ne parle jamais si bien que de nous-mêmes, hein, donc qui m'ont permis à moi de devenir une tarologue, et ben oui, confiante, créative et inspirée. C'est 3 mots que je trouve vraiment importants avec le tarot et je ne peux que vous parler de ma propre expérience parce que c'est vraiment là-dessus qu'on est solide, c'est quand on parle de notre expérience. Donc, vraiment, mon objectif, c'est de vous partager ces 3 clés-là. Alors, le programme de la conférence de la soirée, ben oui, on va parler des 3 clés. Je vais me présenter un petit peu pour que vous compreniez pourquoi je vous parle aussi avec ces termes-là du tarot. Je parlerai un petit peu de l'école en ligne ce soir parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions. Donc, normalement, pendant les conférences, j'en parle à peine. Donc, je vais présenter un tout petit peu l'école en ligne à la fin comme ça les personnes qui m'ont demandé auront les infos. Puis, on fera une petite pratique ensemble. Je ne sais pas du tout quoi pour l'instant. Donc, on va voir, voilà, ça va venir tout au long de la soirée. Alors, on y va direct. Les 3 clés que je vais développer dans cette conférence avec vous, c'est la première, c'est comment transformer votre vision du tarologue et des tirages grâce au tarot psychologique. Donc ça, vous savez déjà un petit peu si vous avez regardé mes vidéos, mais on va détailler ça. La deuxième clé, ça va être vraiment de réveiller, de voir comment on peut réveiller notre connaissance du tarot justement pour sortir du syndrome de l'imposteur. On va voir vraiment comment le réveil de cette connaissance va avec ce syndrome de l'imposteur. Et puis la troisième clé, ça va être pour aller voir comment ouvrir notre compréhension du tarot, qui est ce fameux livre de connaissances et qui est cette fameuse boussole sur laquelle s'installer, se repérer quand on fait un tirage. Donc ça, c'est les 3 clés. Bien sûr, on va les voir une par une et ça va être matière à discussion. Alors, qui dit 3 clés dit 3 portes. Ces 3 clés-là, on pourrait imaginer qu'elles ouvrent 3 portes qui seraient évidemment la première, c'est la porte de la confiance. Parce que toutes les questions qui viennent généralement par rapport au tarot et au tirage, c'est mais comment ne pas douter de l'interprétation de mon tirage. Donc vraiment la confiance. Comment, en faisant quoi? Vraiment pour trouver
la posture, notre posture de tarologue quand on a envie de faire des tirages à d'autres personnes, en pro ou pas en pro, hein, mais voilà, ça va amener cette confiance-là. Ça va amener aussi une confiance pour comprendre les enjeux d'un tirage, on va voir ça, et donc ne plus douter de nos interprétations. La deuxième porte, c'est la porte de la connaissance, bien sûr, avec l'idée vraiment d'intégrer véritablement les enseignements des cartes, donc de laisser complètement tomber les histoires des mots-clés, les doutes, etc. Et la troisième porte, c'est la créativité. Parce qu'une fois qu'on a ces trois clés et puis qu'on a ouvert ces deux portes-là, la porte de la créativité, elle est juste derrière parce que notre créativité devient sans limite, comme je vous l'ai écrit, pour vos consultations, mais aussi pour vos ateliers, pour vos stages, pour vos séminaires, etc. etc. L'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir aller dans cette créativité-là. Ça, moi qui suis artiste à la base, hein, je vais vous en reparler un tout petit peu dans ma présentation, c'est vraiment super important. Hop, je suis en train de regarder les petits déos si c'est tout bon. Donc, on y va, on plonge dedans. Juste avant, je me présente rapidement, hein, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de parler de moi, mais c'est important que vous sachiez comment je me positionne pour vous parler du tarot. Et puis, j'ai envie de dire aussi, qu'est-ce qui m'a amené là aujourd'hui devant vous, voilà, à prendre cette place pour avoir envie de vous parler du tarot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec le tarot? Alors, ça, vous savez que je m'appelle Caroline Gillot. Je suis artiste plasticienne, tarologue et praticienne en chamanisme. Donc, c'est vraiment les trois cartes qui s'interpénètrent. En fait, pour moi, vraiment, ces trois choses-là, ça va ensemble. Et donc, très simplement, effectivement, je suis l'auteur du livre Tarot Thérapie que parmi vous, certains ont. J'ai donc fondé l'école Tarot Ma Boussole. J'enseigne le tarot depuis 2016 en présentiel et depuis 2020 à distance. Et depuis 2020, je commence à vraiment déployer l'idée de, comme je vous le disais, de permettre aux personnes qui ont envie d'utiliser ce tarot comme un outil d'accompagnement, de trouver comment faire justement avec cette posture du tarologue. Donc, ça, c'est un petit peu ma carte de visite aujourd'hui. Avant ça, quand même, avant ça, je suis… Alors, pendant 15 ans, j'ai été artiste intervenante en milieu scolaire, puisque je viens d'un cursus artistique, donc en milieu scolaire, et puis beaucoup pour la petite enfance. J'ai mis une petite photo ici. Ça, c'était ma vie pendant 15 ans. J'ai adoré, ça me manque un peu, je pense que j'y retournerai, mais bon, à un moment, j'ai fait des choix. J'ai été aussi formatrice beaucoup, donc pour les professionnels de l'animation, pour les ATSEM dans les écoles, pour les enseignants, pour leur transmettre aussi des manières, des outils, une façon d'amener la créativité avec les enfants, puisqu'ils travaillent avec les enfants. J'ai formé beaucoup d'adultes et donc tout ça pour vous dire que j'anime des groupes et des ateliers depuis une quinzaine d'années, depuis à peu près 2005. Mon diplôme des Beaux-Arts qui termine mes 7 années d'études supérieures, c'est 2003. Voilà, donc grosso modo, 2005, je commence à travailler. J'ai toujours été à mon compte. Mais j'ai envie de vous emmener encore avant, parce que ça, d'accord, c'est la vie d'adulte. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient l'adulte qu'on est? C'est l'enfant qu'on a été. Et pour moi, pour vous parler du tarot, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas anodin et c'est important. Alors là, vous êtes face à une page blanche. Donc, je reviens un tout petit peu vers vous pour vous parler de ça. Hop, comment je me épingler. Voilà, pour que je revienne face à vous, pas que vous ne soyez pas face à une page blanche. Donc, oui, je vous parle un tout petit peu de mon enfance et d'où je viens, parce que je trouve que vraiment, j'en parle pas beaucoup, mais je me suis rendu compte que c'était important pour comprendre cette connexion avec le tarot. Parce que j'arrive dans cette incarnation vraiment avec un truc à travailler sur la confiance. Ce n'est pas du tout inné pour moi la confiance en soi. Donc, je nais en Picardie, en pleine campagne, dans une famille très simple, des travailleurs sociaux. Ma mère est infirmière, mon père est éducateur. Donc, voilà, c'est du social, c'est de la campagne. Il se trouve que, comme beaucoup maintenant, enfin, je dis maintenant, comme beaucoup toujours, mais maintenant on le sait, je suis une petite fille très sensible, mais même hypersensible. Je suis surdouée, je suis au potentiel, je suis tout ce qu'on veut, je coche toutes les cases, sauf que ça fait de moi une enfant très peureuse, qui sent tout,
qui ne comprend rien. J'imagine que vous comprenez ça. C'est-à-dire que je sens que les adultes ne vont pas bien, ils disent qu'ils vont bien, je communique avec les choses invisibles, il n'y a personne qui capte ça. Donc, je suis très peureuse. Je manque de confiance, je me suradapte. Le principe des HPI, des AMPA, c'est la suradaptation qui fait qu'en fait, on se perd. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le tarot, quand il va arriver dans ma vie, ça va être pour moi un outil absolument génial pour faire des choix. Je vais vous en reparler un petit peu de ma difficulté à faire des choix quand je suis jeune. Faire des choix et entrer en connexion avec ce qui vit à l'intérieur de moi pour le comprendre et aussi pour comprendre le monde extérieur. Parce que j'imagine, comme beaucoup parmi vous, quand je suis, mais aussi loin que je me souvienne très petite, je me posais énormément de questions existentielles et je me sentais complètement inadaptée à ce monde qui me paraissait complètement fou, complètement dingue et que je ne comprenais absolument pas. Aujourd'hui, les enfants qui naissent, ils ont Internet, ils ont tout ça, c'est plus facile. Mais à l'époque, je ne suis pas très, très vieille, j'ai que 44 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et donc, le tarot est vraiment, au moment où je rencontre le tarot, c'est un pilier dans ma vie, mais je ne le rencontre pas tout de suite, ce tarot. Et donc, je galère un petit peu avec ces histoires de doute, de confiance. Et c'est ce qui fait aussi que je marque comment devenir un praticien confiant, créatif et inspiré. Parce que la confiance, elle n'est pas gagnée de base. D'autant plus que j'ai un accident entre 2 et 3 ans qui me rend encore plus peureuse. Donc, j'ai vraiment tout ce bagage-là qui fait que le tarot, dans mon cœur, vraiment à l'intérieur de moi, il vit un moment comme un espèce de ça y est, il y a enfin quelque chose qui va m'aider, qui va me soutenir, sur lequel je peux m'appuyer pour comprendre le monde, pour comprendre nous les humains, et puis pour prendre des décisions quand j'ai besoin de prendre des décisions. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui fait que j'arrive aujourd'hui avec le tarot. Et la deuxième chose que je vous partage sur moi pour que vous compreniez aussi ma manière de parler du tarot, c'est que tout ça, le fait d'être empathe, hypersensible, au potentiel, tout ça fait que je suis hyper manipulable. Parce que comme je n'ai pas confiance en moi, que je me suradapte, que je veux correspondre à ce que je pense qu'on attend de moi, tout le blabla que vous connaissez très certainement, ça fait que je suis hyper manipulable parce que je n'ai pas confiance et que comme je suis en quête spirituelle depuis très petite, j'ai l'impression que les autres savent mieux que moi. Donc, plus grande, je me retrouve aux prises avec des personnes qui manipulent. Mais ce n'est pas grave, c'est vachement bien, c'est des enseignements. Sur le coup, ce n'est pas évident parce qu'il y a certaines relations amicales desquelles j'ai mis vraiment du temps à sortir parce qu'il y avait une vraie emprise spirituelle avec ces enjeux de prise de pouvoir. Et ça fait que j'ai une sensibilité presque exacerbée. Des fois, je sais que c'est un peu exagéré sur la prise de pouvoir, notamment dans les milieux spirituels, où les personnes qui se disent spirituelles et qui, sous couvert de spiritualité, vont vous asséner des vérités qui vont vous blesser. Et ça, c'est absolument pas spirituel, c'est vraiment les prises de pouvoir. C'est pour ça que je parle de la posture du tarologue. Parce que, justement, c'est tellement subtil cette notion de prise de pouvoir, c'est-à-dire d'un moment positionner l'autre en plus petit que nous. Et puis, nous, on est le tarologue, on est celui qui sait, l'autre ne sait pas, et puis on va se charger d'interpréter le tirage et d'amener des éléments à l'autre. Alors, normalement, pour le bien de tout le monde, sauf que le curseur, il n'est pas forcément évident à placer par rapport à ces notions de prise de pouvoir. Donc, en tout cas, moi, je vous parle de ça parce que ça m'a amené vraiment dans cette réflexion. J'ai envie de dire depuis avant le tarot, depuis très, très longtemps par rapport au fait de tirer les cartes et avec le tarot particulièrement, de savoir, comment on se positionne pour que chacun soit dans son autonomie, dans sa liberté, dans sa responsabilité, dans le respect de l'autre. Et voilà, ça, c'est des grandes questions qui continuent à cuire. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais vous raconter sur le « et encore avant », c'est-à-dire un petit peu d'où je viens pour arriver là et vous parler de « c'est quoi ce tarot, comment l'utiliser au service des autres, puis comment l'utiliser pour nous ?» Et alors, je vais encore titiller les choses, c'est-à-dire comment utiliser le tarot pour nous quand on se fait un tirage en ne donnant pas notre pouvoir au tarot.
Parce que c'est hyper subtil de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je fais un tirage. Et je pars du principe que le tirage va me répondre, va me dire, il faut que je fasse A ou B. Mais si j'utilise le tarot comme ça, je suis en train de lui donner mon pouvoir à nouveau. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Donc, comment je fais pour utiliser mon tarot pour faire un tirage pour moi, pour y voir clair dans ma situation, tout en gardant mon libre arbitre et mon autonomie? Donc, tout ça, c'est hyper subtil. C'est ce qui fait que je ne fais pas de voyance avec le tarot. Alors, bon, j'avais prévu de vous raconter un petit peu des choses sur la voyance, mais on ne va pas le faire, ça va être trop long. En tout cas, je ne fais pas de voyance avec le tarot. Je fais de la clairvoyance avec mes pratiques chamaniques, mais avec le tarot, non, parce que je trouve dans mon vécu du tarot qu'il est tellement plus riche quand on ne l'utilise pas comme ça, que je trouve ça presque dommage de le limiter à ça. Mais c'est possible, bien évidemment, et ça n'empêche pas d'utiliser le tarot en voyance si on veut. Mais c'est un outil quand même beaucoup plus riche que ça. Donc ça, c'est ce que je voulais vous raconter. Je regarde sur mes petites notes. Voilà. Donc tout ça, je pense que là, vous sentez un petit peu le paysage, m'amène sur ces questionnements-là. Et donc, je vous repartage mon écran pour, du coup, rentrer dans cette première clé. Alors, il est parti où, mon petit document que vous m'avez perdu là? Je reviens. Buvez un petit coup pendant que je cherche mon doc si vous avez soif. Hop, et si vous avez déjà des questions, vous pouvez me les noter. Alors, pourquoi j'ai perdu mon document? Aperçu, il est là, mais c'est parce que je n'ai pas quitté le plein écran. La technologie. Alors, je reviens là. Je reviens. Je vous ai perdu, mais je vais vous retrouver. Je vous retrouve, c'est tout bon, et je vous partage à nouveau mon écran. Alors, je vois qu'il y a… Ouais, voilà, super Nathalie, un mix parfois des deux, clairvoyance, et ouais. C'est ça. On va voir comment mixer les deux vraiment avec cette posture du tarologue en accompagnement. Tout à fait, c'est un mix. Hein. Voilà, on y revient à mon petit truc. C'est un mix entre votre feeling, votre intuition, votre clairvoyance et le tarot. Allez, donc, tout ça m'amène effectivement à cette première clé. Donc, j'ai choisi ce soir effectivement de partir directement sur cette clé qui dit « Transformons notre vision du tarologue et des tirages ». Alors, on y va. On parle ici vraiment de la posture du tarologue praticien en tarot psychologique. Donc, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, c'est une redite, mais ce n'est pas grave parce qu'à chaque fois, on entend et puis on comprend différemment. Donc, c'est toujours super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire du tarologue? On peut dire que le tarologue est un accompagnateur. Le tarologue, il va vraiment accompagner. En fait, on peut se dire que le tarologue, donc là, je parle en consultation, hein, il chemine à côté il est côte à côte avec le consultant sur le chemin. Donc, on peut dire que pendant la consultation, vraiment, il découvre le paysage avec lui. Hein. Donc, le tarologue n'a pas à se mettre dans la posture de celui ou de celle qui doit interpréter le tirage et trouver la bonne interprétation. Sur le chemin, ça voudrait dire qu'en fait, il est devant. Il est ailleurs, mais il n'est pas avec le consultant, en fait. C'est comme s'il devait faire le chemin tout seul, puis raconter le chemin au consultant. Or, non, le tarologue, c'est un accompagnateur. Donc, il découvre le paysage, donc il n'a pas besoin d'interpréter le tirage. Et ça, c'est super important. Et c'est vraiment la croyance à dissoudre dès le départ, c'est qu'en tant que tarologue, vous n'avez pas à interpréter le tirage. Parce que les doutes et les peurs naissent vraiment de cette ancienne vision qui vient de la cartomancie. On vient d'en parler de la voyance, puisque bien sûr, un cartomancien, oui, c'est lui qui interprète les cartes, évidemment, puisque les cartes sont des portes d'entrée pour lui, pour avoir, on va dire, ses visions, ses connexions qu'il va livrer, qu'il va offrir au consultant. J'appelle ça l'ancienne vision parce que par rapport au tarot, c'est l'ancienne vision. Hein, maintenant, ça fait un paquet d'années quand même que le tarot est amené, notamment grâce à Jodorowsky et à beaucoup d'autres qui ont travaillé le tarot d'un point de vue plus psychologique. On ne voit plus le tarot comme ça. Mais dans l'inconscient collectif, ça reste. Et ça, c'est super important à prendre en compte.
c'est que même si on dit oui, 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 je sais, le tarologue, il accompagne, tout ça, n'empêche qu'il y a quand même une petite voix, c'est l'inconscient collectif qui se dit qu'en tant que tarologue, tu as quand même un petit peu la posture de celui qui devrait interpréter le tirage. Sauf qu'on va voir que ça ne s'interprète pas parce qu'un tirage, c'est un processus. Et que si, il va y avoir des choses à faire, mais pas forcément ça. Donc, hop, on avance. En tant que praticien, qu'est-ce qu'on a à faire alors si on n'a pas interprété le tirage? Eh bien, je vous ai fait une petite liste là, hein, vous le savez, mais on se le redit. On a quoi à faire? On a d'abord à accueillir. Ça, c'est évident. On a à écouter. Ça, c'est évident, mais des fois, on l'oublie un petit peu. On a à créer un espace sacré dans lequel le consultant peut se dire en confiance. Ça, c'est super important. On a à faciliter la mise en lumière des informations qui vivent chez le consultant. En le voyant, le consultant, en le voyant comme un être libre, autonome et capable. Et ça, on va voir que c'est super important, c'est ce qui va éviter les prises de pouvoir. On va faciliter la mise en lumière des informations, mais attention, le consultant, c'est un être capable, autonome et libre. Donc, on va l'accompagner à avoir ses propres prises de conscience. Ensuite, on a quand même le rôle d'ouvrir des pistes de réflexion grâce à la connaissance du tarot. Ça, on va y revenir après. On doit tenir le cadre aussi pour permettre quand même une forme de clarté et de synthèse de la séance. Mais attention, je ne dis pas de l'interprétation du tirage, je dis de tout ce qui va se vivre dans la séance. Et donc, en fait, on accompagne le processus qui se vit chez le consultant. Donc, je vous le disais, un tirage, c'est un processus. Un tirage, ce n'est pas forcément une réponse. Tout au long de la consultation, il va se passer plein de choses à l'intérieur du consultant et en fait, ça, on l'oublie. Mais quand je vous marque transformer notre compréhension globale, c'est ça. Mais même pour nous, hein, même quand on n'est pas tarologue, même quand on se fait un tirage pour nous-mêmes, c'est intéressant de se dire que mon tirage là, c'est un processus qui va vivre et qui va déjà venir faire bouger des choses en moi. Et donc, peu importe si j'ai une réponse ou pas à la fin, parce que ce que je veux, c'est vivre ce processus-là. Et ça change vraiment notre vision du tarot. Moi, ça me passionne. Parce qu'en fait, ça m'aide, hein, tout simplement. Vous avez compris, moi, je vous parle de mon vécu. Et pour moi, faire un tirage qui m'apporte une transformation intérieure, je trouve ça beaucoup plus riche que faire un tirage qui a l'air de me dire si je dois prendre telle ou telle décision. Parce qu'en fait, derrière, je vais encore douter. Hein. Parce que je vais me dire, OK, le tarot, il m'a dit ça, mais en même temps, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne réponse. Ça, c'est tout simplement parce que ça reste extérieur à nous. Mais quand le processus se fait, là, on le sent vraiment. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le tarologue n'est pas la star. Et non, pas de bol. Ouais, parce qu'il y a un peu un côté star quand même quand on est médium, chaman, tarologue, cartomancien, que sais-je. Et non, en fait, on n'est pas du tout la star. Pourquoi? Parce qu'on se met au service du consultant. Parce que c'est le consultant qui a toute l'attention. On inverse les choses. Parce que le tarologue, il permet au consultant d'entrer en relation avec sa propre intuition, avec son monde intérieur. Donc, oui, je vous ai écrit le tarologue, en fait, c'est un Socrate, c'est un accoucheur. Il utilise la maïeutique. C'est quoi la maïeutique? C'est l'art de permettre à l'autre d'accoucher de lui-même. Et comment on fait? On pose des questions. Donc, vous voyez, on commence à vraiment se décaler de la posture du tarologue qui devrait interpréter le tirage. Là, on est carrément parti dans un autre pays. Parce qu'en fait, la star, c'est plus le tarologue, c'est le consultant. Le tarologue, en fait, il va aider le consultant à connecter sa propre intuition. Donc, en fait, l'intuitif dans l'histoire, c'est le tarologue, évidemment, mais c'est aussi le consultant. On est deux intuitifs, en fait, dans la salle à ce moment-là. Et en fait, on se met au second plan. Hein, le tarologue, c'est la papesse. Hein. Il se met au second plan, il se met en accueil pour permettre au consultant d'être la star, en fait. C'est le consultant qui a toute la place pour se dire. Et ça renverse complètement, c'est vraiment l'effet du pendu, hein. On vient complètement renverser notre vision. Alors, la bonne nouvelle, il y en a une, c'est que du coup, le tarologue, il est détendu. Hein. C'est la détente, donc le fameux confiant, devenir un praticien confiant. Parce que, en tant que tarologue, vous n'avez pas à être performant.
Parce que, donc, je vous l'ai écrit là sur la diapositive, ce qui peut stresser le tarologue, c'est l'ego, hein. C'est la pression de réussir, d'être à la hauteur, que le consultant soit content, que ce soit magique, que le tarologue, c'est-à-dire nous, qu'on reçoive des messages, qu'on passe des messages au consultant, voilà. Tout ça, c'est bien, mais en fait, c'est l'ego qui se met de la pression, quoi. Donc, souvent, vous êtes stressé si vous pensez qu'il y a un résultat à atteindre, qu'il y a quelque chose à réussir, qu'il y a quelque chose à savoir. Et là, je vais dans la provoque et je vais rester un peu dans la provoque. En gros, on se prend trop au sérieux. On prend les choses beaucoup trop au sérieux. Il faudrait réussir, il faudrait avoir la bonne interprétation, blablabla. Bla, 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 bla. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai marqué bonne ou mauvaise nouvelle. Je ne sais pas, ça dépend. Mais vraiment, 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 le tarologue se donne beaucoup trop d'importance. Waouh, faut relâcher la pression. Les choses ne sont pas si graves. C'est Castaneda qui parle beaucoup de ça dans ses livres. Les premiers enseignements, c'est le chamanisme toltèque avec Don Juan. Don Juan, il lui dit « Tu te crois trop important et tous tes problèmes viennent de là. » Nos problèmes dans notre posture, elle vient de là aussi. Donc, je continue un peu la provoque, puis après, on partagera là-dessus. Parce qu'en fait, les choses sont beaucoup plus simples que ça. Le consultant n'est pas un oisillon perdu qui attend la béquée. Alors, c'est un peu provoque, mais c'est vrai. Parce que tout ça, ça fait que, je le répète, en fait, le fait d'avoir peur de ne pas savoir quoi dire, de mal interpréter le tirage, c'est quand même un petit peu oublier le cœur. Oublier l'âme, oublier l'intuition, la connexion, la confiance et la foi. C'est qu'on est là avec notre tarot et puis on est avec notre mental et avec notre ego qui nous dit « Oh là là, il faut que je trouve la bonne réponse pour moi ou pour les autres, gna gna gna, il faut que j'interprète bien le tirage. » Mais là, je ne suis absolument pas dans mon cœur, je ne suis absolument pas connectée à mon âme, je ne suis absolument pas dans mon intuition, je suis juste dans l'ego, le mental qui veut trouver la bonne réponse, qui veut tout comprendre. Or, on est quand même avec un outil spirituel, on est avec un outil transcendant. Et cette foi que j'ai écrite là, ici, il faudrait l'écrire en gros, ce n'est pas forcément la croyance en un Dieu, ce n'est pas cette foi-là. C'est la foi que tout est parfait, qu'à ce moment-là, on se fait un tirage pour soi, on est avec un consultant, c'est que le moment, il est bon. C'est le bon moment pour les prises de conscience. Et quand on a un consultant, c'est la foi, c'est la confiance dans le fait que le consultant, il est capable, il est là, il a aussi ses guides, il a tout son petit monde invisible, il va avoir ses prises de conscience, le processus va se faire, ça va se faire au-delà de nous. Ça, c'est aussi l'enseignement du pendu dans le tarot qui nous dit « cool, relâche », de toute façon, il est suspendu, il ne peut pas agir le pendu. Parce qu'en fait, il nous dit « mais l'œuvre se fait, ça se fait ». Il y a une foi à avoir, une confiance à avoir qui détend le tarologue parce qu'il va se mettre dans une bonne posture. Bien sûr qu'il va penser avant, ça se réfléchit, ça se positionne. Et après, il y a un moment aussi, on laisse faire un petit peu tout ça. Donc, voilà un petit peu ma provocation avec cette première clé. Mais vous pourriez me dire, dans ce cas-là, le tarologue, il ne fait rien, il s'assoit, il sert un café à son consultant et puis on discute autour du tirage. Alors, bon, non, ce n'est pas ce qu'on vient de dire. Donc, on se fait une petite synthèse pour finir cette clé 1. Non, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le tarologue, il accueille, il écoute, il crée un espace de confiance, il facilite, il ouvre des pistes, il tient le cadre, il accompagne le processus. Donc, en fait, il y a quand même des choses à faire. Et vraiment, dans la vision qui me tient à cœur, c'est que le tarologue, c'est un artiste, c'est un artisan. Et que pour ça, quand même, il doit connaître parfaitement son instrument. Alors, attention, le parfaitement, ce n'est pas par cœur. C'est parfaitement dans le sens où le pianiste, avant de pouvoir se libérer et jouer et composer et improviser sur son piano, évidemment qu'il connaît son instrument, évidemment qu'il a fait ses gammes, évidemment qu'il connaît un minimum ses notes et qu'il peut jouer. L'artiste, c'est pareil, avant de le peintre, avant de simplifier son dessin, il a travaillé beaucoup. Il a intégré, c'est intégré. Donc ça m'amène à la clé 2 derrière, mais juste avant d'aller à la clé 2, qui est de réveiller notre connaissance, je reviens vous voir un tout petit peu pour voir ce que vous m'avez écrit, je bois un coup, je regarde s'il y a des questions. Et puis, s'il y a des questions importantes, on va les prendre à la fin pour ne pas perdre le fil.
Mais voilà, je regarde un tout petit peu ce que vous avez écrit tout en buvant un petit coup. Ah, j'ai soif. Oui, super intéressant ta remarque, Nathalie. Oui, tu nous dis, c'est ce qu'attend bizarrement souvent le consultant, même si on lui dit que c'est pas la même chose. Oui, 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 oui. Et ça, c'est humain, c'est naturel, c'est normal. Et moi, si je vais voir un tarologue, même en tarot psychologique, il y a une part de moi qui a envie de dire, s'il te plaît, dis-moi tout. C'est normal. Ben, en fait, on cadre ça. Mais ouais, bien sûr, ça fait partie de l'inconscient collectif. On est avec ça. Ça fait partie du jeu. Mais en fait, ben, nous, justement, on va garder notre posture pour dire à l'autre, t'inquiète pas, je t'accompagne, mais tu restes. On y va, quoi. Allez, on y va ensemble, mais on y va ensemble, quoi. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Alors, ça peut être très long, alors un processus. Ben oui, c'est une bonne remarque, parce que le processus qui va se jouer, c'est chez le consultant. Alors, il est court dans le sens où nous, je perds mon mot, quand on assiste, voilà, on assiste au processus le temps du tirage. Donc ça, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie, ça dépend de notre consultation. Mais derrière, ça enclenche un processus qui va continuer chez le consultant ou chez nous si on fait un tirage pour nous. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, ça détend, parce qu'on ouvre une piste, il y a un début de processus. Alors nous, on accompagne la prise de conscience, puis on clôture, bien sûr, on ne lâche pas la personne comme ça, toute paumée non plus, hein. Mais derrière, comme on sait que c'est un processus qu'on a enclenché, pour le consultant, pour les amis ou pour nous-mêmes, hein, je parle de tout parce qu'il n'y a pas forcément que des futurs pro-tarologues qui sont là, il y a aussi des passionnés de tarot. Ça fait aussi qu'on n'a pas exigence de résultat. À la fin de la consultation, il n'y a pas de réponse à trouver obligatoire, puisque comme on sait que c'est un processus, on sait qu'en fait, tu as trouvé la personne, c'est sur le parking, en montant dans sa voiture, je plaffe. Il va se dire, ah ouais, sur la carte, il y avait le battleur, bim, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, la personne, elle va avoir toutes ces prises de conscience sans nous. C'est hyper frustrant, mais c'est génial. C'est qu'en fait, voilà, la prise de pouvoir, elle est là aussi. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le pouvoir sur la consultation, le pouvoir sur l'interprétation, le pouvoir sur le fait que la personne, elle part en serrant la main et en disant, ça y est, c'est bon, j'ai ma réponse, merci, au revoir. Non. Donc, effectivement, le processus, il prend du temps pour tout le monde. De toute façon, c'est une vie, hein. Et puis, il y a le processus dans la consultation. Ça, on le voit vraiment dans l'accompagnement. Après, il y a toute une manière d'accompagner les choses aussi pour ça. Donc, oui, c'est une très, très bonne remarque. L'écoute active, tout à fait. Ben oui, 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 on en parle beaucoup dans la formation tout à la fin. Ça demande une application, la foi que tout est juste. Oui, même si le tarologue n'est pas complètement aligné, mais bien sûr. Oui, donc, John, à partir de quel moment la consultation devient thérapeutique ou pas? C'est ta posture, c'est le cadre que tu poses, c'est qui tu es. Est-ce que tu es un psychothérapeute ou pas? En fait, c'est toi qui vas définir ça. C'est toi qui sais, il faut bien se connaître. Évidemment, c'est vrai que ce n'est même pas une slide que j'ai mise, mais c'est tellement une évidence. Il faut, c'est pas bien les il faut, mais si c'est nécessaire de bien se connaître quand même, on ne se connaît jamais parfaitement, mais pour savoir ce que tu peux faire et ce que tu n'es pas tout à fait capable. C'est-à-dire, quel est ton cadre? Qui es-tu? Et ça, dans la formation, et John, il fait partie de la formation, donc on n'a pas encore vu ce palier-là, c'est le dernier. Il y a vraiment tout un travail pour savoir quelle est ma posture. Si vous êtes psychothérapeute, bien sûr que vous utilisez le tarot en thérapie. Donc, en accompagnement, ça veut dire que vous allez revoir votre consultant. Quand on est en thérapie, on suit la personne, évidemment. Elle revient, puis on continue à travailler sur le sujet. Quand on est tarologue, praticien en tarot psychologique, on n'est pas psychothérapeute. Il n'y a pas de nécessité à suivre la personne. Elle vient, on fait le job, elle repart et elle nous rappelle si elle le souhaite. On peut se mettre d'accord, qu'on se revoit, voilà. En revanche, c'est thérapeutique, j'ai envie de dire, de base. Parce que le tarot, on va le voir juste après, le tarot est un livre de sagesse, mais il nous relie surtout aux archétypes. Donc, de toute façon, quel que soit le tirage, avec le tarot,
Ça vient mettre en résonance des choses à l'intérieur de nous. Donc, de cette manière-là, on peut dire qu'il est thérapeutique de toute manière, mais à un niveau plus léger. Voilà. Donc ça, c'est vraiment après au praticien de sentir son cadre et de ne pas se présenter en tant que thérapeute si on ne l'est pas. Dans ce cas-là, on se présente en tant que tarologue humaniste, praticien en tarot psychologique. Il y en a qui disent psychotarologue. Voilà, après, ça fait partie de révéler votre tarologue intérieur. C'est que ça, c'est un travail aussi à faire pour savoir comment je communique sur ma manière de faire. Il n'y a pas une case, une boîte en disant « je me mets dans cette boîte-là ». C'est vraiment à créer. Nathalie, mais par exemple, pour une question très concrète qui pourrait amener une réponse concrète, que faire? Ah ben oui, non, mais ça marche. Hein. Ça marche. Il y a des tirages. Il y a un tirage de comment faire pour. C'est un protocole qui va nous dire dans quelle énergie me mettre pour cette chose-là. Tu peux tout à fait faire des tirages pour des questions concrètes. Hein. Moi, là, je vous emmène un petit peu plus loin, mais c'est tout à fait possible et c'est tout à fait efficace et c'est aussi tout à fait important. Une personne vient à la consultation, je ne sais pas, elle veut savoir si elle doit vendre sa maison ou pas. On va faire un tirage, ok. Et ben, on va aller mettre en lumière tous les enjeux pour vous, de pourquoi vous vous demandez s'il faut ou pas vendre votre maison. Et puis, on va voir, voilà, et puis clac. Donc, on peut être aussi très pragmatique parce qu'on a besoin aussi d'éléments pour notre vie. Donc, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Super, donc, je continue avec ma clé numéro 2. Pouf, je l'ai encore perdu, mais maintenant, je sais où il est. Il est là. Parfait. Ma clé numéro 2 qui est réveiller votre connaissance du tarot pour sortir du syndrome de l'imposteur. J'adore dire ça. Alors, je bois un petit coup. Et on y va. Alors, ce fameux syndrome de l'imposteur qui fait que très souvent les personnes me disent « oui, mais je ne sais pas, je doute, etc. » Et si jamais je dis des bêtises, bon, ben là, on commence à comprendre qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il a deux sources. Première source, on vient d'en parler, c'est la croyance que le tarologue doit interpréter et donner des réponses. Bon, ça, c'est la première croyance qui provoque ce syndrome de l'imposteur. Donc déjà, on se détend, on retire cette croyance-là. Bon, déjà, il y a beaucoup moins de syndrome de l'imposteur. Il y a quand même la deuxième source qui est réelle, qui est une méconnaissance de ce qu'est le tarot et de comment le vivre. Donc, je parle toujours et en consultation et pour nous-mêmes, hein, pour toutes les personnes qui n'ont pas du tout d'optique de tirer le tarot pour d'autres personnes, c'est aussi vraiment pour nous. Donc, cette deuxième source, elle est importante parce qu'elle est réelle. Parce que ce syndrome de l'imposteur, il vient de cette réalité-là qui, parfois, peut être, vous avez lu beaucoup de livres, vous avez regardé des tutoriels, vous avez peut-être acheté des formations sur Internet, mais vous n'avez pas fait l'expérience de rencontrer vraiment le tarot. C'est-à-dire que l'information, elle reste extérieure à vous, elle est mentale, vous ne l'avez pas vécue, pas intégrée, pas digérée. C'est pour ça que j'ai mis l'image de l'ermite ici. Parce que cette deuxième clé, elle nous invite vraiment à vivre le tarot, à vraiment aller le rencontrer et à ne pas le laisser dans les livres. Parce que vous pourrez, et c'est d'ailleurs le cas, hein, il y a à peu près 12 personnes dans la formation de praticien en ce moment. Et donc, dedans, il y a des personnes avec qui j'ai des échanges qui me disent qu'elles, c'est plutôt les participantes qui m'ont dit ça, qu'elles ont déjà acheté des formations de tarot, mais que ce n'est pas suffisant parce que ça reste extérieur. C'est exactement l'enseignement de l'ermite qui nous invite à faire l'expérience, à aller vraiment rencontrer le tarot. Et ça, il y a peu de tarologues qui vont vous apprendre ça parce qu'il y a peu de tarologues qui, en fait, vivent ou comprennent le tarot de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment cet ermite, parce que cet ermite, il nous invite vraiment à nous appuyer sur, là, il a un bâton couleur chair, c'est-à-dire qu'il prend appui sur son incarnation, donc ce qui est passé par lui, donc sur son expérience de vie. Avec le tarot, ça veut dire sur son vécu. L'ermite, il nous dit, tu ne peux bien parler que de ce que tu as expérimenté. Le reste, c'est du savoir, c'est extérieur à toi. Donc ça, c'est vraiment cette clé pour sortir du syndrome de l'imposteur. On n'a pas le choix que de traverser le chemin initiatique du tarot.
Ça prend du temps, c'est exigeant, c'est bousculant, c'est magique en même temps, mais on ne peut pas en faire l'expérience. Si vous voulez devenir des tarologues confiants, créatifs et inspirés, si je reprends un petit peu ma phrase d'accroche, sans syndrome de l'imposteur, vous ne pouvez pas uniquement regarder des vidéos de cours et lire des livres. Parce qu'en fait, tant que vous n'aurez pas intégré l'enseignement de l'arcane vécu, ça ne marchera pas. Vous aurez toujours l'impression de vous dire « Ah oui, mais je ne l'ai pas… » Il y a des personnes qui, en présentiel, qui donc ont fait toutes mes formations, qui me disent « Oui, mais ah non, mais je ne peux pas commencer à tirer les cartes aux gens parce que je ne connais pas encore assez bien mes cours, etc. » Mais non, voilà, ça, ce n'est pas encore intégré. Donc, comment faire? Eh bien, comment faire? Il faut vraiment traverser les étapes représentées par les cartes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire rencontrer nos arcanes intérieurs. Oui, parce que je pense que vous le savez. Donc là, il n'y a que les majeurs parce que c'est une capture du cours sur les septénaires, mais les mineurs aussi. Vous le savez, le tarot vit en nous. Donc, j'ai marqué là, rencontrer nos arcanes intérieurs avant de les étudier. C'est super important, le vécu avant le mental. Parce que, qu'est-ce que c'est que ce tarot? Eh bien, un battleur, c'est mon battleur intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais aller rencontrer? À travers l'arcane du battleur, je vais aller rencontrer mon battleur intérieur. Ça veut dire comment vit cet arcane à l'intérieur du moi, puisque chaque lame est une facette de moi. Ici, on a 22 facettes de nous, plus les 56 mineurs qui sont aussi des potentialités à l'intérieur de nous. Il y a 78 potentialités représentées dans les cartes. Les 22 majeures, c'est vraiment des étapes de vie. Les 22 majeurs, ils nous relient aux archétypes. Les archétypes, ils structurent notre psyché, donc ils vivent. Ce sont des noyaux énergétiques, ce sont des forces qui vivent à l'intérieur de nous. Donc, ces cartes, ce sont des sous-personnalités, des expériences de vie, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez vraiment intégrer l'enseignement des arcanes, il faut traverser comment dire, leurs vibrations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller rencontrer mon battleur intérieur. Comment je fais pour aller rencontrer mon battleur intérieur? Ben déjà, je peux aller tout simplement dialoguer avec lui. Je peux prendre l'arcane, je peux aller l'observer et je peux aller me demander comment il va mon battleur intérieur? Comment je le sens vivre? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est hésitant? Est-ce qu'il est enthousiaste? Est-ce qu'il a envie de manipuler? Est-ce qu'il se sent bloqué? Est-ce que c'est mon enfant blessé? C'est vraiment toute cette rencontre intérieure. Et puis, on va aller observer dans notre vie, c'est quoi les expériences de vie du battleur, de la papesse, etc. Donc, il y a en fait tout un travail en profondeur à faire. Je vous ai marqué dans la formation, ça c'est le plus long. Clairement, c'est le plus long. Ça prend plusieurs mois et même sans ma formation, si vous voulez le faire par vous-même, eh ben, vous vous lancez un petit défi d'aller rencontrer ne serait-ce que vos arcanes majeures parce que la première initiation pour être un initié du tarot, c'est de cheminer et de parcourir, vraiment de vivre l'initiation des 22 majeurs. Donc, pour ça, vous pouvez vraiment vous faire un défi, vous vous donnez une durée et vous vous dites, voilà, pendant une semaine, je vais observer ma vie en fonction de l'arcane que je travaille. C'est les défis que je lance dans la formation. Puis, je vais voir comment ça se manifeste dans ma vie. Quel type d'expérience de vie ça me fait vivre? Qu'est-ce que la vie m'amène comme situation de vie qui sont exactement reliées à ça? Mais l'idée, c'est vraiment de tout traverser en authenticité. C'est-à-dire, ce n'est pas de se raconter « non, mais moi, j'ai 20 sur 20 partout, non, mais moi, parfait, mon impératrice intérieure, mon empereur intérieur, parfait, je suis positionnée dans la vie ». Non, c'est vraiment d'aller voir où est-ce que ça fait ressource, où est-ce que ça fait défi, où est-ce que c'est dur, comment ça vibre, c'est quoi les potentiels de ces lames-là pour vraiment les vivre. Tout ça, ça va faire qu'on va vraiment traverser ces cartes-là et que à la fin, on ne va plus être avec ce syndrome de l'imposteur. La première étape, c'est de les traverser par notre vécu sans les étudier, vraiment, vraiment, vraiment sans les étudier. La deuxième étape, c'est de les étudier. Ben ouais, forcément, parce que ça va ouvrir notre esprit. Donc, je vous ai bien remarqué après avoir travaillé intimement
spontanément, après avoir fait de l'écriture, après être vraiment rentré dans chaque lame, après l'avoir observé, parce que souvent on se dit ok, je connais le tarot, puis si je vous dis ferme les yeux et raconte-moi comment est structurée telle lame, quelles sont les couleurs dessus, de quel côté, bon, de quel côté regarde le personnage, je pense que si vous avez 40 ans de tarot, vous savez, mais c'est vraiment d'aller l'observer en détail cette lame. Après, il faut aller l'étudier, parce que chaque carte est un livre en lui-même et que c'est vrai que d'aller les étudier, là, ça va nous apporter beaucoup d'informations sur la vie. Et donc ça, vous le savez, hein, les symboles qui sont sur les cartes, c'est vraiment des portes qui nous mènent vers cette connaissance de la vie. Et donc, ces symboles, ces cartes, ces arcanes, ils proposent des enseignements psychospirituels, c'est-à-dire qu'à chaque lame, il y a des enseignements par rapport à notre vie concrète. On va faire des exemples juste après. Et donc, je vous ai marqué, moi, dans ma formation, ça, ou dans toute formation, ça, pour le coup, ce sont les cours, hein, les vidéos de leçons dans lesquelles on va vraiment décortiquer l'arcane et puis aller voir quels sont ces enjeux psychospirituels par rapport à la vie humaine. Donc, ça, où est-ce qu'elle est Ah ben non, elle est là, mon cas pratique. Ok, bon, eh ben allez, on translate tout de suite vers la clé 3. Comme ça, j'accélère et puis on verra vos questions après. Donc, puisque je vous ai fait un petit chinte, j'étais ici. Tout ça m'emmène vers cette troisième clé qui va être de comprendre que le tarot, c'est un livre. Que donc ici, pour sortir du syndrome de l'imposteur, faut traverser le chemin initiatique, puis étudier les lames. Et après, c'est bon. Et ça m'amène à cette troisième clé qui est d'ouvrir notre compréhension du tarot, puisque le tarot est un livre de connaissances et une boussole. Et hop, c'est là que je voulais vous amener. Je rebois un petit coup pour peut-être bien prendre un cas pratique pour tout de suite illustrer ça. Donc, la troisième clé, c'est de complètement ouvrir notre esprit, notre conscience sur le fait que le tarot, c'est vraiment un livre de sagesse et c'est une boussole. C'est pour ça que j'appelle l'école de tarot « Tarot ma boussole » parce que, encore une fois, moi, personnellement, le tarot me sert surtout de boussole pour me situer dans mon quotidien. Quand je vis des situations compliquées, je vais voir à quelle carte, une ou plusieurs, je peux associer à ma situation de vie pour me repérer dans le cheminement de l'être humain qui est repéré sur ces cartes et pour comprendre quels enseignements et quels enjeux psychospirituels je suis en train de vivre. Donc pour ça, pour moi, c'est vraiment une boussole. Donc j'ai mis un petit résumé à nouveau là. Je répète et je répète les choses. Donc une carte, c'est une fiche philosophique. Hop. Là, le diable, c'est une fiche philosophique qui va nous parler des enjeux psychospirituels du diable et donc on va forcément philosopher. Toutes les cartes du tarot représentent la totalité de l'expérience humaine et cosmique, hein, puisqu'on a quand même l'étoile, la lune, le soleil, donc on est dans le cosmos aussi. Hein. Tout le tarot, avec les arcanes mineurs, c'est la totalité de l'expérience humaine. Tout ce que nous vivons se trouve symbolisé dans les cartes. C'est vraiment comme un jeu de loi. Et puis tout ça, c'est des cases et nous, on chemine là-dessus. Donc, c'est une boussole pour se repérer. Donc, si je reviens à mes premières notions de la posture du tarologue, lâcher l'idée de devoir trouver des réponses et interpréter le tirage, même si on peut le faire, hein, moi là, c'est parce que je veux vous emmener ailleurs, mais là, on comprend que dans une consultation, tout l'enjeu de la consultation, ça va être ça. Ça va être grâce à la connaissance du fait que toute expérience humaine se retrouve dans ces cartes, on va pouvoir accompagner le consultant pour qu'il se situe dans ces cartes et qu'il comprenne, qu'il clarifie sa posture et donc quels sont les enjeux concrets de son questionnement pour qu'il puisse au moins clarifier, au moins mettre du sens, mettre de la lumière dans sa situation et puis après, pourquoi pas trouver des pistes de compréhension pour sortir de cette situation. Donc, un cas pratique, l'idée d'un cas pratique, ça serait de voir un questionnement personnel. Donc ça, je vais arrêter de partager, je reviens vers vous, comme ça je vous vois, c'est plus sympa. Hop, je regarderai vos questions juste après. On va prendre un cas pratique pour illustrer. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait
très facilement, très synthétiquement, un exemple à nous donner pour qu'on aille chercher, je vais revenir, je vais vous remettre le tarot, une carte qui pourrait correspondre. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un a un questionnement de vie en ce moment? Un truc, n'importe quoi, un truc de vie humaine que vous arrivez à formuler assez simplement et on prend le cas pratique pour aller voir dans le tarot comment on situe ça sur une boussole. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole en mettant le micro ou de l'écrire? Un truc qui vous vient, c'est pour l'exercice, hein, c'est pas un… Voilà, vous ne jouez pas votre vie dessus. Est-ce que quelqu'un a une idée, envie de dire, ah bah tiens, moi je veux bien faire cas pratique, comme ça vous donnera un petit éclairage aussi. Allez, c'est parti, mets ton micro si tu veux, et puis tu essayes en une phrase ou deux, synthétiquement, de donner l'essence de ton questionnement. Alors, Voilà. ouais, c'est tout bon. Bon, Ouais, on et t'écoute. voilà, alors justement, moi, la question, ce serait, ça fait longtemps que j'ai envie de vraiment m'établir, hein, en tant que tarologue, et j'ai l'impression que chaque fois, quelque chose m'en empêche ou ça va pas comme j'aimerais que ça se passe. Je sais pas, il y a des freins. Alors je sais pas. Est-ce Ok. que et la question c'est est-ce que c'est ma voix? Tiens, voilà. Ah, alors, est-ce que c'est ma Oh, voix? Ok, eh ben, c'est parti. Donc, on ne va pas faire un voilà, tirage, mais voilà, on va voir comment. Alors, tu veux t'installer en tant que tarologue, mais à chaque fois, ça bloque et du coup, tu te demandes est-ce que c'est ma voix? voilà, c'est ça. Est-ce que c'est finalement pas des signes qui me disent non, non, c'est pas là, continue d'écrire, c'est pas le tarot. Ok, Voilà, voilà. En fait, c'est ça, ouais. super. Alors, je regarde si j'arrive à remettre Ah ben, j'arrive à remettre au moins ma petite tête. Donc, un questionnement comme ça. Donc là, l'idée du cas pratique, c'est juste d'aller se situer sur la boussole pour comprendre les choses. Moi, quand j'entends ça, et je pense que parmi vous, ceux qui connaissent le tarot, la première chose, la première énergie que j'entends parler à travers toi, alors, c'est pas de chance, elle est cachée, c'est le chariot. C'est-à-dire que sur la boussole du tarot, ton langage fait qu'il y a quelque chose qui vient nous connecter au chariot parce que tu nous dis j'essaye de m'installer, mais ça bloque et je me demande si c'est ma voix, est-ce que c'est ma voix? Mais celui qui cherche sa voix, c'est le chariot. Donc, sur la boussole, on irait déjà se dire tiens, il y a quelque chose de l'enjeu du chariot qui se joue pour toi. Et caché derrière le chariot, ce qu'on entend de ce que tu dis, c'est que la roue de fortune est planquée parce qu'elle peut bloquer. Elle peut faire que les choses Mhm. n'avancent pas puisqu'elle est cachée derrière le chariot. Donc, on irait en consultation, on ne va pas le faire là, mais c'est pour vous montrer comment la boussole fonctionne. Dans ce que tu dis, on irait voir là sur nos cartes lesquelles ont l'air de parler à travers toi parce que ça veut dire que dans le fond, tes questionnements sont en lien avec les enjeux de ces cartes-là. Il pourrait y en avoir d'autres, hein, mais là, par exemple, il y aurait les enjeux de ça. Ah, ma connexion est instable. J'espère que ça marche toujours bien. Ouais, ça va? Vous m'entendez toujours? Super. Donc, à partir de là, on irait travailler sur l'arcane du chariot et pourquoi pas la roue de fortune. Alors, quand ça bloque, ça pourrait être le pendu, mais comme il y a une question de voix derrière et qu'au final, tu dis, ma question, c'est est-ce que c'est ma voix ou est-ce que je ne ferais pas mieux de rester à écrire? Donc, peut-être bien un petit peu planqué comme une papesse ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la visibilité dans le chariot. Oui, oui. Donc, est-ce que, quel risque je prends à me mettre en lumière, mais alors comment je fais, mais est-ce que c'est ma voix? Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de comment Juste, on utilise le tarot pour déjà, en tant que boussole. Donc, déjà, toi, toute seule, quand tu veux éclairer un sujet, tu fais ce travail-là, tu te dis, OK, quelle carte a l'air de correspondre avec ma situation? Et après, on va aller travailler avec ces cartes-là. Et quand vous êtes tout seul, vous pouvez déjà tout simplement aller discuter avec. C'est-à-dire que si tu te demandes, est-ce que c'est ma voie d'être tarologue? Eh ben, tu prends ton arcane du chariot, par exemple, parce que lui, quand même, c'est quand même le grand arcane de la voix. Puis tu vas discuter avec lui.
Tu peux lui demander, OK, mais sur quelle route tu es? Où est-ce que tu as envie d'aller, etc. Ou alors, tu te mets à la place et tu te visualises dans le chariot à la place du personnage. Tu vois comment tu te sens à cette place-là. Et quelle est la voie qui se déroule devant toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton chariot et tes chevaux dans la vie, en fait? Et après, il y a tout un travail de méditation qui peut faire, est-ce que tu sens que ton chariot il roule ou est-ce qu'il y a le frein à main qui est resté bloqué, que tu peux toujours essayer d'accélérer? Ça n'avancera pas. Et dans ce cas-là, le frein à main, c'est les peurs. Donc, OK, on ne va pas forcer le chariot à avancer s'il y a le frein à main. Donc, on va se détendre et on va aller voir qu'est-ce qui freine. Donc, peut-être qu'est-ce qui sont les peurs. Donc, que sont les peurs? Donc, ça serait intéressant. Ce chariot, il y a les chevaux. Ça serait intéressant de descendre du chariot et puis d'aller voir, même s'il n'y a pas des trucs qu'on traîne derrière, des bagages qui ne sont pas à nous, là, des gros wagons qui font qu'en fait, c'est tellement lourd qu'on n'avance pas. Ou alors, les deux chevaux qui ne veulent pas aller au même endroit. Tu as peut-être un cheval qui a envie de rester peinard à écrire, puis l'autre qui a très envie de se mettre au service avec le tarot. Sauf qu'en fait, chacun tire de son côté, ça on le sait, hein, c'est l'enseignement du chariot, et ben, ça crée une tension, c'est une réelle tension à l'intérieur qui fait que ça n'avance pas. Après, si tu te demandes si les choses qui viennent bloquer, ce que je dis, hein, là, ça peut concerner tout le monde, quand on se dit, mais je ne comprends pas, ça me bloque, ça ne veut pas, est-ce que c'est que je ne suis pas sur ma voie et que du coup, ça ne veut pas parce que ça devrait être fluide, parce que quand on est sur notre voie, mission de vie, ça devrait être fluide. Alors, moi, je vais dire ça, on n'en sait rien. Ça, c'est une vision un peu du pape, un peu spirituel dogmatique, qui te dit, comme une injonction de base, si tu es sur ta voie, ça va rouler et puis tout va s'ouvrir. Et si ça ne s'ouvre pas, c'est que tu n'es pas sur ta voie. C'est un peu vite vu parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres forces qui sont là, notamment avec la roue de fortune qui peut être planquée derrière, qui est quand même toutes les mécaniques inconscientes, soit qui se répètent, c'est du karmique, c'est du transgénérationnel. Donc, parfois, il y a des forces effectivement extérieures qui viennent bloquer les choses. Mais ce n'est pas que la vie ne veut pas, la vie, elle veut rien. La vie, elle veut comme nous, en fait. La vie, elle nous renvoie en miroir ce qui vit à l'intérieur de nous. Donc, ce n'est pas que tu n'es pas sur ta voie, c'est juste qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas ajusté. Ou alors, dans ta lignée, il y a des fidélités à, je ne sais pas, des faillites, des machins, des échecs qui font qu'il y a dans ton inconscient quelque chose qui fait qu'au moment où ça devrait s'ouvrir, ça se ferme. Mais ce n'est pas que tu n'es pas sur ta voie, c'est simplement qu'il y a, au niveau de la roue de fortune, il y a des mécanismes qui se répètent, qui seraient bons de voir pour qu'ils ne se manifestent plus dans la vie et que peut-être ça soit plus fluide. Mais la vision spirituelle ou un peu dogmatique du pape qui dirait si tu es sur ton chemin, ça va être fluide et si ce n'est pas fluide, c'est que ce n'est pas bon, il ne faut pas y aller, ça c'est un peu limité. C'est ne pas prendre en compte tout l'inconscient familial, l'inconscient collectif. Bon, après, si on va plus loin, on va dire même les forces énergétiques, les choses que tu peux vivre aussi dans des plans parallèles, etc. C'est quand même hyper complexe. Donc, réduire ça à si ce n'est pas facile, si je ne suis pas sur ma voie, ça ne marche pas. Ça, c'est encore un autosabotage qui fait que du coup, au premier obstacle, on va pas y aller, mais c'est justement là où il y a un obstacle que c'est intéressant d'aller. Voilà. Bon, du coup, je suis partie un peu loin. Donc, on revient là. Mais le tarot fait ça. Et d'ailleurs, en consultation, souvent, vous allez vous retrouver à dialoguer. Parce qu'en fait, justement, l'intérêt, ça va être de permettre d'aller chercher la matière. C'est comme en alchimie, on va chercher la materia primera, la matière noire, le nigredo, et on le fait remonter. Et ça se fait dans le dialogue. Simplement, les questions que vous allez poser au consultant, elles sont en fonction des cartes. Et donc là, avec une boussole, du coup, on va poser des questions par rapport aux cartes qu'on entend quand la personne parle. Donc ça, c'était pour vous donner un petit cas pratique. Merci beaucoup. Tu peux recouper ton micro si tu veux, et puis on rééchangera à la fin de la soirée. Et ça, c'était un cas pratique. Donc en fait,
La boussole, ça sert à ça. Et donc, je vais un tout petit peu plus loin dans mon explication. Alors, je vais prendre l'exemple que j'avais pris à une autre soirée. Les personnes m'avaient dit que ça leur avait vraiment parlé. Voilà, j'avais pris l'exemple de l'arcane de l'amoureux. Alors moi, je vous parlais de ma difficulté à faire des choix. Vous avez aussi votre référentiel de naissance, hein. Moi, ma difficulté à faire des choix, c'est aussi parce que j'ai l'arcane de l'amoureux en maison 10, c'est-à-dire en maison de l'expérience de vie, mais aussi des échecs. Donc, une difficulté à faire des choix. Et l'exemple que j'avais pris à une soirée, c'était que, disons que j'ai une situation de vie où je dois me positionner, je dois faire des choix. Je suis, par exemple, dans l'amoureux. Mais si j'ai mal intégré l'étape précédente, je ne vais pas pouvoir vivre de manière fluide l'amoureux. Même chose pour le chariot, ce dont on vient de discuter. Si dans le chariot, j'ai du mal à trouver ma voie, c'est que dans l'étape précédente, parce que ici, ce sont des étapes de construction psychique, hein. Je pars du battleur, papesse, impératrice, tata, 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 tata. Il y a une construction en nous qui se fait. Ici, j'ai du mal à prendre ma voix, je doute. Donc, je reviens à l'étape précédente, il doit y avoir une merdouille ici, avec mon langage, parce qu'ici, ça bloque. Donc, je reviens voir là. Ah ouais, effectivement, dans l'amoureux, j'ai du mal à écouter mon ange en jeu, en moi. J'ai du mal à écouter la voix de mon ange à l'intérieur de moi. J'ai du mal à écouter mes valeurs pour savoir ce que mon cœur m'invite à faire. Et du coup, je n'arrive pas à savoir, je reprends ton exemple, si je veux être écrivain ou tarologue. Poum. Bon, eh ben, je reviens en arrière. Hop, je reviens en arrière et je vais voir l'étape du pape parce que normalement, en plus, comme quoi le tarot parle à travers nous, je viens d'en parler sans faire le lien avec ça. Il y a peut-être un problème avec le pape dogmatique ici qui m'a donné des injonctions, alors que le pape bien vécu, c'est une étape dans laquelle j'apprends à écouter mon cœur. Parce que le pape, le grand sage qui est censé être le pape, la seule phrase, le seul conseil qu'il nous donnerait dans la vie, c'est la phrase. Alors là, c'est tout petit, hein, mais vous regarderez sur votre tarot, vous connaissez, il montre son cœur avec le mouvement de bénédiction. La seule phrase qu'il dirait, c'est « écoute ton cœur, écoute ton cœur, suis ton cœur ». Le mauvais pape, entre guillemets, il va te dire « fais ça, tu iras au paradis, fais ça, fais pas ça, tu iras en enfer hein, ». Vous voyez le gros schéma bien lourdingue, n'empêche que c'est ça. Donc, si je n'ai pas appris à écouter mon cœur, parce que peut-être que c'est l'archétype paternel, peut-être que le père en moi, l'archétype paternel en moi, les éducateurs, mes maîtres à l'école, mes profs m'ont dit « fais ce que je te dis ». Obéis, voilà, fais ce que je te dis, mais n'écoute pas tes ressentis. Ici, je n'ai pas structuré ça, donc je ne sais pas écouter mon cœur. Donc, arrivé dans l'amoureux, je suis coincée parce qu'au moment où je dois m'engager dans la vie, c'est la panique à bord parce que je ne sais pas. Donc, je demande à droite, je demande à gauche. Du coup, je suis hyper influençable par ce que me disent les autres. Du coup, arrivé dans le chariot, bam, catastrophe, ça tiraille et je ne sais pas où aller, etc., etc. Là, je vous prends l'exemple là, mais toutes ces étapes-là, ce sont des étapes de structuration intérieure, les fameux enjeux psychospirituels, psychologiques et émotionnels. Ce sont les enjeux à l'intérieur de moi. Avec l'impératrice, j'apprends à m'exprimer. J'apprends à exprimer mes besoins, j'apprends à avoir du discernement, une pensée claire, c'est la parole la parole créatrice. Mais j'apprends à m'affirmer. Quand je suis tout petit, j'apprends à dire non. Si on m'a empêché à 2-3 ans de dire non, je ne veux pas, non, je le fais tout seul, non, je n'ai pas envie, on n'a pas permis à mon impératrice de se structurer. Mon impératrice, elle doit assumer et affirmer qui elle est. Et qui elle l'a découvert avec la papesse, qui a donné naissance, qui a été écoutée à l'intérieur profondément, qui je suis. Donc, tout ça, ce sont des enjeux psycho-émotionnels. Et en ça, c'est vrai que d'étudier là, pour le coup, c'est hyper puissant dans l'accompagnement. En fait, ça va amener une autre dynamique. Dans vos tirages avec vos amis, là, on est vraiment à un autre niveau parce que vous allez pouvoir philosopher, vous allez pouvoir ouvrir des pistes hyper intéressantes avec vos consultants que vous n'ouvririez absolument pas si vous faisiez uniquement, mais je dis juste uniquement parce que c'est intéressant de le faire quand même, et si vous faisiez uniquement un tirage pour savoir
est-ce que être tarologue, c'est ma voie? On peut faire un tirage pour ça, vraiment, hein, c'est très intéressant, il ne faut pas renier rien. Mais faire uniquement un tirage qui va répondre oui, non, c'est ta voix ou c'est pas ta voix, so what? En fait, voilà, le tarot m'a dit c'est pas ma voix, bon bah allez, c'est plié, je fais pas tarologue, tant pis, c'est dommage parce que quand même, j'aimais bien le tarot. Eh ben, on retombe sur notre histoire de prise de pouvoir, à qui je donne mon pouvoir. Et là, ça, c'est le diable. Enjeu psycho-spirituel, psycho-émotionnel du diable, c'est quand même une grande question de pouvoir. Est-ce que je me situe comme les petits bonhommes là, alors qu'ils sont contents, hein, ils sont super contents, ils regardent la star de rock là-haut, ils sont admiratifs et tout, mais ils ne sont pas sur le piédestal de leur vie, ils ne sont pas dans leur pouvoir et plein d'autres choses, hein. Donc, voilà, tout ça pour ouvrir un petit peu ces pistes. Allez, j'accélère parce que l'heure tourne et que je suis hyper bavarde. Bon, voilà, je vois que j'arrive à la clôture. Donc, avec ces 3 clés, l'idée, c'est vraiment de transformer notre vision du tarot. Je pense que là, vous avez à peu près compris où je veux en venir, mais on va pouvoir échanger là-dessus. Alors, je regarde vos remarques, questions. Plouf, 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 plouf. Ça, j'ai regardé. Ça, j'ai regardé. Oui, Nathalie, tu disais sur Jodorowsky, le bâton est rouge. Tout à fait. C'est pour ça que le tarot avec lequel on travaille, c'est super important parce que ça ne va pas du tout renvoyer les mêmes informations au psychisme. Donc, en tirage, c'est la même chose. Un petit coup. Et j'ai le cas d'une consultation avec une personne et qui avait, elle, chez elle, le Jodorowsky, je crois. Et en fait, moi, je travaille en consultation avec le tarot des éditions Grimaud, l'ancien tarot des éditions Grimaud, celui qui n'est pas séduisant, qui a juste les couleurs brutes, rouge, bleu, machin, tout ça. Et on travaille sur l'arcane de la lune. La personne avait une problématique d'angoisse, de peur, etc. Enfin, elle ne le savait pas, mais c'est ce qui a émergé de la consultation. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la lune de ce tarot-là, toute l'eau, le bassin est bleu et le crustacé est bleu aussi. Donc, il est planqué dedans. Ça donne une ambiance un peu mystérieuse et quand on a comme ça un peu des angoisses, on est en plein dessus parce que c'est un des enjeux vraiment de la Lune. Jodorowsky, le crustacé, il est tout coloré sur le fond bleu. Ce n'est pas du tout la même énergie. Alors, c'est super intéressant parce qu'on dirait un crustacé, moi, je trouve, qui honore la Lune. Là. On dirait qu'il fait une espèce de rituel à la Lune. Mais il ne fait pas peur, ce crustacé, sur le Jodorowsky. Alors, ce n'est pas dire que ce n'est pas bien, hein. J'adore le tarot de Jodorowsky, mais en consultation, c'est très intéressant d'avoir plusieurs tarots. Moi, je travaille qu'avec le Grimaud, mais à l'inverse, si quelqu'un est bloqué sur un arcane, c'est possible de sortir l'autre pour débloquer. C'est-à-dire que s'il y a un gros blocage sur la Lune, par exemple, on peut dire « et si je vous montre celle-là, qu'est-ce que ça vous fait ?» Et des fois, c'est « ah, ça y est, ok ». Et puis, ouf, on ouvre une porte et on peut y aller. Donc, c'est tout à fait une bonne remarque. Alors, grande question, pourquoi deuxième ligne âme et troisième esprit et pas l'inverse? Eh bien, si, l'inverse aussi. En fait, ce qu'on va à chaque fois se dire dans le tarot, si on ne veut pas trop bloquer sur le pape, c'est qu'on va toujours prendre les 3 plans. Ça, c'est OK. Corps, âme, esprit. Toujours. Dès que ça marche par 3, corps, âme, esprit. Mais après, à quoi on l'a aussi à quoi on l'associe, c'est comme on veut. Donc, corps, âme, esprit, dans un sens, c'est-à-dire premier septénaire, deuxième septénaire, troisième septénaire, ça va nous raconter quelque chose, ça va nous donner des informations. Si on inverse, ça va nous raconter autre chose et nous donner d'autres informations. Donc, on s'en fiche de savoir quelle est la bonne interprétation, à nouveau. On veut surtout savoir quelle est l'information que ça me donne et est-ce que ça a du sens pour moi. Si ça ne fait pas sens pour toi de mettre d'une manière, on s'en fout, tu ne mets pas de cette manière-là. Sinon, c'est encore du pape qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vois, c'est toujours une mécanique, c'est vraiment une gymnastique, hein. Donc voilà, pour répondre à ça, saisissant l'étape du pape. Ok, ben voilà, génial. Mais oui, ça nous fait prendre conscience. C'est passionnant, passionnant, hein. Oui, Michel, plusieurs tarots permettent aussi de découvrir des détails qui enrichissent la compréhension de l'arcane. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'après, c'est très intéressant. Alors moi, je dirais, après l'étude, mais toi, Michel, tu connais déjà aussi le tarot. Mais au début, quand on débute,
Moi, j'aime bien être très dogmatique et dire, vous travaillez qu'avec le tarot des éditions Grimaud. En fait, c'est juste pour simplifier. Et après, au contraire, vous ouvrez un max, un max, un max, un max. Moi, je n'ai pas beaucoup de tarot parce que voilà, j'aime bien mon Grimaud, mais j'ai par exemple le tarot des alchimistes de je ne sais plus qui, je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai vérifié que c'est quelqu'un de très compétent qui l'a fait parce que le tarot des papillons, je trouve ça très joli, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, ça vient compléter, compléter, compléter. Donc ça, tout à fait, c'est vraiment génial. Mais j'ai envie de dire à chaque fois, ah, tant pis, même si on pense que je suis un peu jugeante, je suis un peu jugeante quand même parce que je suis humaine. Il y a des tarots qui n'ont pas tellement de sens, quoi. Qui sont OK, ils sont beaux, il y a des belles images, mais ils viennent pas. Il n'y a pas quand même cette géométrie sacrée qui vient frapper l'inconscient, qui vient faire émerger des choses. Dans ce cas-là, pour moi, c'est plutôt des oracles, même si ça reste un tarot parce que c'est la structure tarot, mais des fois, ça manque un peu de profondeur, c'est comme ça. Tu as été biberonné au Grimaud, bon ben voilà. Super, donc on est pas mal. Je repartage mon écran pour faire la petite partie où je parle de l'école en ligne pour les personnes qui voulaient les infos rapidement. Hein. Rapidement, j'ai préparé un ou deux slides, surtout pour vous montrer de l'intérieur. Donc voilà, moi, ce qui me tient à cœur, finalement, c'est l'avantage Covid pour moi, c'est que ça m'a permis de commencer à mettre en place cette école en ligne là. Et donc, j'insiste, hein, c'est pour soi et pour l'accompagnement, mais c'est aussi pour soi, même si moi, mon grand dada, on va dire en ce moment, c'est quand même vraiment cette transmission pour réveiller plus de tarologues que ce qu'il y en a. Donc, il y a cette grande formation qui s'appelle la formation complète. J'avance ça, que vous allez trouver sur l'école en ligne, qui est l'adresse, c'est taromaboussole.carolinegillot.fr. Vous l'avez sur mon site Caroline Gillot. Et donc, voilà, pour donner les infos aux personnes qui les voulaient. La formation, elle est en 7 paliers. Grosso modo, ça prend 9 mois de formation. Le temps de faire tout le chemin initiatique. Donc, il y a quand même tout le chemin initiatique des majeurs, les mineurs. Je vais vous raconter après. Donc, pour vous donner une synthèse, c'est 9 mois pour donner naissance à votre tarologue intérieur et vous installer en pro. Et derrière, bon, mais ça, c'est ma vision perso. Derrière, pour moi, il y a encore 9 mois de maturation pour stabiliser vos acquis. Mais attention, pendant ce temps-là, vous travaillez en pro et vous êtes rémunéré. Hein. Donc, pour moi, il faut vraiment compter les 9 premiers mois de travail intensif. Vous pouvez prendre plus de temps, hein, évidemment. Pour moi, 9 mois, c'est pas mal déjà symboliquement. Donc, c'est structuré en 7 paliers. Je vous ai juste fait quand même, voilà, pour que vous puissiez voir une capture d'écran. Quand on est connecté sur la formation, ça ressemble à ça. Donc, les paliers, ils sont là. Qui ne sont pas terminés. Donc là, ce n'est pas terminé. Je suis en cours de création. Puis après, là, je ne peux pas cliquer, mais quand vous cliquez, vous avez toutes vos vidéos. Donc là, dans le palier 2, il y a 12 cours. 11 cours, 13 cours, voilà. Et donc, c'est tout simple. À chaque fois, il y a les vidéos de cours ou des exercices, il y a des carnets de travail. Et voilà, c'est juste pour montrer aux personnes qui me demandaient à quoi ça ressemble de l'intérieur. Il y a énormément de contenu. Je suis encore en train de les créer en ce moment. J'en suis à créer le palier là. Sortez les arcanes mineures de la boîte. J'ai fait la moitié. Il y a 14 cours là en brouillon. Il va y en avoir encore autant. Hein. Il va y avoir au moins, ouais, à mon avis, on ne sera pas loin de 28 cours dans les arcanes mineures. Et puis après, j'ai encore tout le palier à créer sur toute la posture du tarologue. Donc, pour l'instant, piouf, il y a déjà les étudiants qui travaillent ça. Donc, dedans, hop là, ça fait ding-ding mon téléphone. Dans la… Hop, je mets sur vibreur, clac. Dans la formation, vous avez des carnets de travail, des exercices à faire, vous l'avez compris avant de regarder les vidéos. Sinon, Caroline, elle vient chez vous et elle vous tape sur les doigts en disant « t'as pas encore fait les exercices, ne regarde pas les vidéos ». Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, là, vous avez, c'est plus concret, vous avez une vision vue de l'intérieur. Ça, c'est une capture d'écran. Hop, la connexion est encore instable. C'est une capture d'écran du palier sur les tirages, qui est le palier 5. Les 12 vidéos, c'est uniquement le travail de tirage et le travail
énergétique. Parce que vous allez voir, en fait, le but à la fin, c'est que vous pouvez créer vos propres protocoles de tirage, vous pouvez activer vos arcanes pour travailler énergétiquement avec. Donc là, on n'est pas du tout dans des tirages, parce qu'il y a vraiment toute une manière de travailler avec le tarot dans lequel on ne fait pas du tout de tirage. Comme dans le palier 1, où il y a tout un travail avec le cercle de sagesse intérieure, de visualisation. Vous apprenez l'écriture intuitive pour aller dialoguer directement avec vos arcanes, les 22 majeurs qui deviennent vraiment vos 22 guides. On n'a plus un ou deux ou trois guides spirituels, on en a 22, 22 conseillers. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus fabuleux du tarot et je l'utilise encore et encore et encore comme ça pour moi. Hein. Si j'ai besoin de faire quelque chose, je prends mon tarot et je vais dialoguer avec eux. Je fais le voyage vers mon cercle de sagesse intérieure et je vais demander conseil puisqu'ils savent tout sur la vie. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer de l'intérieur. Alors, moi, mes objectifs quand même pour que vous ayez ma philosophie, mais là, vous avez compris. C'est vraiment de contribuer à un monde d'harmonie. Oh là là, comme on voudrait tous avoir un monde d'harmonie. Pour ça, en ce moment, mon axe, c'est vraiment former des praticiens professionnels, confiants, créatifs et inspirés. Là, vous avez compris, qui vont accompagner leurs consultants vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes et donc une libération pour aller dans un monde d'harmonie. Pour moi, c'est vraiment ça le pourquoi derrière. C'est vraiment de transmettre ça pour qu'il y ait des praticiens tarologues qui puissent ensuite derrière soutenir les gens qui ont besoin en allant au-delà des tirages. C'est-à-dire même si une personne vient pour un tirage très concret, on fait le tirage très concret, il n'y a pas de problème. Hein. Question-réponse. Par contre, derrière, vous allez vraiment aider à cet éveil, à cette libération. Et ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est que les praticiens, ils vont ensuite déployer leur créativité dans des ateliers, dans des stages, pour un tarot incarné et libre. La liberté, c'est vraiment super important pour moi. Donc oui, parce que quand on est tarologue, il n'y a pas que les consultations, il y a aussi créer des ateliers, créer des stages, créer des séminaires. Après, en fait, votre seule limite, c'est votre créativité. Vous êtes entièrement libre. Hein. C'est comme dans les tirages. Hein. Vous, quand même, j'ai fait un petit laïus sur les résultats. Avec, en tout cas, si vous avez envie de travailler avec moi, c'est de devenir tarologue, évidemment. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. L'objectif derrière, c'est de recevoir des consultants en étant rémunérés, en étant libre de votre temps. Et puis, voilà, derrière, vous pouvez animer des groupes, animer des stages, animer des ateliers. Voilà. Et donc, ce que je viens de vous dire, à la fin de la formation, votre créativité est absolument sans limite. D'un point de vue perso, ça, c'était le pro. Hop, il y a encore les personnes qui arrivent. D'un point de vue perso, vous devenez un initié du tarot. Hein. En tout cas, avec la formation comme moi je l'ai structurée, vous êtes vraiment un initié, ça veut dire que vous avez traversé le truc. Vous savez communiquer avec vos 22 guides par l'écriture intuitive, ça c'est pour soi, c'est pas pour les consultations. Je le répète parce qu'après très vite on pourrait se dire tiens, je vais aller communiquer par l'écriture intuitive avec les cartes et je vais te dire ce que le tarot a à te transmettre comme message. C'est pas ça, hein. Ça c'est pour nous. Tarologue, on a compris la posture du tarologue, on accompagne l'autre. Et donc, vous, d'un point de vue perso, vous avez une réelle connexion avec votre tarot, arcane majeur et arcane mineur. Et vous pratiquez des tirages pour mieux vous connaître. Et vous apprenez à activer votre tarot de manière énergétique. Ça, c'est le petit plus bonus. Je ne peux pas tout vous raconter, mais il y a aussi cet aspect-là qui vient un petit peu plus tard dans la formation, une fois qu'on est dans les tirages et avec les arcanes mineurs. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous raconter moi ce soir. Donc, je vais revenir sur vos questions pour qu'on puisse échanger et surtout, je dois aussi vous donner un lien que vous avez d'ailleurs sur la plateforme en ligne parce que parmi vous, donc il y a les personnes qui ont envie d'entendre parler du tarot, ça c'est OK. Puis parmi vous, il y a des personnes qui vont avoir envie que peut-être que je les accompagne, qu'en tout cas on dialogue sur le tarot. Pour ça, j'ai réservé des créneaux dans mon agenda
pour faire des rendez-vous que j'appelle Parlons Tarot avec ceux qui vont avoir envie. Il faudrait que je vous colle le lien. Je vais vous le coller tout de suite. Comme ça, on passe sur les questions-réponses. Il est là, le lien, mais vous l'avez. Mais je vous le mets là, quand vous vouliez aller regarder là ce soir. Vous réservez un petit créneau. Je vous le mets ici. Ça, c'est le lien. C'est quoi ce rendez-vous téléphonique? Ce n'est pas du tout pour vous dire « travaille avec moi ». Mais oui, travaille avec moi quand même, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment pour discuter avec vous sur vos projets, vos envies avec le tarot, de quoi vous avez besoin. Voilà, on a une demi-heure, c'est comme ça, je prends du temps exprès parce que ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'adore faire ces entretiens-là parce que j'adore échanger avec vous vraiment, voilà, simplement. On peut vraiment parler de votre utilisation du tarot à vous. Peut-être vous posez des questions et je peux déjà vous aider au téléphone comme ça sur ce petit rendez-vous-là. Et derrière, si vous avez envie que je vous accompagne, dans ce cas-là, on voit ensemble quel est votre projet, quels sont vos besoins pour voir comment je peux vous accompagner. Est-ce que pour vous, c'est judicieux d'intégrer la formation avec les étudiants et puis que je vous accompagne tout au long de votre formation jusqu'à ce que vous vous installiez parce qu'après, voilà, une fois que vous êtes dans le programme en ligne, c'est sans fin. Il y a des coachings de groupe, voilà, je vous accompagne jusqu'à ce que vous vous installiez, je vous supervise quand vous êtes installé. Ça, c'est vraiment la formation. Mais peut-être ce n'est pas ça, peut-être vous n'avez pas besoin de ça. Et c'est pour ça que sur l'école en ligne que j'ai commencé à faire, ce n'est pas possible d'acheter, entre guillemets, la formation de praticien comme ça librement en un clic. Parce que je veux qu'on puisse discuter pour que je vérifie si ça vous correspond, pour ne pas vous mettre en échec, parce que ça ne sert à rien, et puis pour voir si on a envie de travailler ensemble. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'école et dans le programme de formation, on va pas mal travailler ensemble. Donc, il faut que vous ayez envie de travailler avec moi et il faut que je sente aussi que ça vous correspond. Ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, ces rendez-vous-là, ils servent à ça. Et puis, peut-être, ce n'est pas de ça dont vous avez besoin. Peut-être, c'est autre chose. Donc, ça, on pourra vraiment en discuter pendant ces moments-là. Donc, c'est pour ça que j'ai réservé ce temps-là. Parce que c'est un peu frustrant de finir les conférences, les masterclass et puis de se dire « Ah mince, mais du coup, j'aimerais bien discuter de ça. » Ben voilà, le problème est résolu. Réservez vraiment sans aucun souci ce rendez-vous-là. Moi, je serais vraiment ravie. Hein. Ça, vous avez vu, je suis bavarde, j'ai de l'impératrice. Je m'appelle Caroline. Caroline, ça commence avec un C. Le C, c'est le 3. Le C, c'est une bouche qui parle. Donc, voilà, donc j'adore parler avec vous, j'adore échanger. Si je peux vous aider, vraiment, c'est avec plaisir. Donc ça, ma mission, c'était de vous copier-coller le lien. Vous l'avez. Maintenant, ma dernière mission, ça va être de répondre à vos questions. Voilà, en fonction de ce que vous avez. Alors, je ne peux… Michel, je ne peux que vous inviter à faire cet entretien. Caroline a une attitude très juste et une éthique professionnelle sans faille. Merci, Michel. C'est super chouette d'avoir vos retours. Ouais, génial. Donc, l'heure tourne, mais moi, ça me passionne, donc je ne suis jamais fatiguée, mais voilà, on ne va quand même pas tarder à clôturer. N'empêche que je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Profitez-en, on est ensemble. Vous pouvez mettre votre micro pour poser une question de vive voix ou l'écrire sur le côté. Peut-être je n'ai pas répondu à tout, il y a des choses que je n'ai pas dit et que vous avez envie de rebondir dessus. C'est un peu le moment pour vous. Donc, n'hésitez pas, hein, mettez votre micro. J'aurais une question pour toi. Ouais, dis-moi. Ça va pour toi? Oui. Je sais que vous êtes en France, mais en ligne, est-ce que vous prévoyez aussi de la présence, aller en rencontre, vous rencontrer? Alors, c'est une très bonne question. Ouais. À la base, j'avais prévu un séminaire en présentiel qui clôture après la formation. Donc là, nous, on l'a cet été pour les personnes qui ont commencé en octobre. Pour l'instant, je ne l'ai pas respécifié dans toutes mes explications de formation parce que je sais qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent être loin, etc. Donc, en fait, j'ai décidé que les séminaires en présentiel, il va y en avoir effectivement, mais ils ne sont pas obligatoires dans la formation.
C'est du plus. Donc là, cet été, en fait, les séminaires en présentiel, ils vont servir beaucoup à faire des consultations en temps réel. Donc, il y a des personnes qui vont venir, des vrais consultants qui vont venir. Et puis, comme ça, on s'entraîne, on se pose des questions, on avance, on travaille. Donc, c'est vraiment un temps de travail. Dans ma première formule, c'était intégré à la formation. Donc là, pour les premiers étudiants qui sont, c'est intégré dedans. Mais là, pour les nouvelles personnes qui vont arriver, je ne l'intègre pas obligatoirement parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont loin et qui ne peuvent pas venir ou qui pourraient peut-être venir l'année prochaine ou que sais-je. Donc, moi, les séminaires, je les mettrai l'été régulièrement. Parce que je me dis que l'été, c'est quand même le plus facile. Hein. Là, il y a pas mal d'étudiants qui viennent un petit peu tout de la France, qui vont se débrouiller pour se trouver des logements pas loin. Bon, ils sont au courant, hein, ça s'organise. Mais vous êtes dans quelle région? Je suis dans la Bretagne, dans le Finistère, tout au bout de la Bretagne. Okay. Ouais. Non, je connais bien. Ouais. Oh, ouais. Donc, ça, c'est un moment génial. Hein. Les séminaires en présentiel, c'est un moment génial. Donc, oui, il y aura très régulièrement des séminaires de programmés. Mais comme c'est possible d'intégrer le programme en ligne un peu tout le temps, j'ai envie de dire, en fait, vous vous inscrivez au séminaire quand vous voulez. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent rapidement parce qu'ils ont le temps. Et d'autres qui vont prendre 1 an, qui vont prendre 1 an et demi, et puis qui vont venir en séminaire en présentiel peut-être 2 ans après. Enfin voilà, hein, tout ça, c'est fluide. Ouais. En tout cas, en étant à distance, ça n'empêche pas de faire toute la formation et puis d'y aller, hein, de se mettre, d'aller bosser, quoi, de s'installer à son compte. Et moi, mon rôle un peu de coach derrière, c'est de pousser à ça. Parce qu'on va se dire, ah, mais je ne sais pas encore assez, je ne sais pas, gna, 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 si je faisais des bêtises. Donc, moi, mon rôle, c'est de pousser l'oisillon et de dire, non, 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 il n'y a pas de bêtises, on y va. Parce qu'en fait, la formation, elle commence au moment où on s'installe et on reçoit des consultants. C'est comme le bébé, hein. Pendant 9 mois, on le mature. Hein, donc, après, vous prenez le temps dans la formation que vous voulez. Mais c'est au moment où on est, c'est au moment où vous vous installez, vous posez votre cadre, vous dites ma consultation, elle dure, je ne sais pas, 1h15, 1h15, 1h30, comme vous voulez. Hein, en général, c'est entre 1h et 1h30. Elle dure le tarif que vous voulez. Moi, je demande 65 € parce que c'est le fond de la Bretagne. À Paris, ils demandent 100 €, je ne sais pas. Et bim, quoi, vous avez votre cadre. Je fais du tarot psychologique, j'accompagne, hein, boum. Et c'est en faisant qu'on se forme. C'est pour ça que je disais, derrière, il y a 9 mois de maturation. Même en n'étant pas venu en séminaire en présentiel, il faut y aller. Hein. D'autant plus qu'à un moment, il faut aussi rentabiliser la formation parce que c'est comme toutes les formations pro, ça a un coût. Et ce qui est intéressant après, c'est de calculer et de se dire, OK, alors, disons que je fais la formation, que je bosse bien et que dans 9 mois, je m'installe. Je dis 9 mois, c'est grosso modo, hein, ça peut être un peu moins, un peu plus. Mais après, il faut calculer parce qu'on est dans un monde pragmatique quand même. Donc, disons que au début, vous faites, allez, on va dire, on va faire tranquillou, vous avez 3 consultations par semaine. C'est petit, hein. 12 consultations dans le mois, 65 €, ça fait quoi ça? On a peut-être un petit 700 €, je ne sais pas si quelqu'un sait calculer. 65 fois 12, ça vous fait déjà ça. Puis vous prenez un peu confiance, vous dites, oh, quand même, je vais mettre un petit atelier dans la soirée. Pour faire connaître aux gens dans une petite soirée tarot, un petit café tarot, un petit taroté à 30 €, vous avez 10 personnes, boum, ok, allez, il y a 300 €. Puis vous prenez confiance, vous dites non, mais je vais faire un stage d'une journée quand même, j'ai plein d'idées. Votre stage d'une journée, c'est déjà encore plus la même chose. Hein. Et puis après, vous prenez encore plus confiance, puis vous faites un stage d'un week-end. Et en fait, pour ceux qui ont envie de s'installer, faites vraiment ça pour vous rendre compte de toutes vos possibilités et aussi du revenu que vous pouvez avoir quand on veut en faire un truc pro. Là, on a par exemple Géraldine dans la formation qui est enseignante, qui a vraiment besoin de s'installer à la rentrée. Il y a un moment, il y a de se dire, OK, si je m'investis dans cette formation et que j'y mets de l'argent parce qu'il y a un coût, derrière, c'est quoi ma réalité de praticien, de praticienne. Et c'est pour ça que je dis praticien confiant, créatif et inspiré, parce que votre créativité va faire que vous allez vous dire, oh, j'ai une amie qui adore les apéros divinatoires. Les apéros divinatoires. Donc voilà, apéro avec les 30 € la soirée, apéro divinatoire. Parce que voilà, c'est dans notre vie, parce qu'on est passionné, mais il y a aussi besoin de gagner de l'argent avec. Donc, tout ça, c'est super important. Et en fait, on se rend compte que petit à petit, en fait, on a plein d'idées.
Il y a des personnes qui animent des cercles de femmes avec les oracles. Eh bien, avec le tarot, c'est encore mieux parce qu'alors là, c'est parti, quoi. Donc après, il y a plein d'autres idées et peut-être aussi bien à la fin, vous ne faites même plus de consultation, vous ne faites que des stages parce que vous avez d'autres outils, donc vous allez mixer ça dans la formation. Marjorie, elle fait de la médecine symbolique, alors ça, avec le tarot, c'est fabuleux. Si vous êtes artiste, génial. Si vous écrivez, alors là, des ateliers d'écriture avec le tarot, c'est juste énorme. À un moment, j'ai fait une petite masterclass avec Bernard Werber. Le deuxième atelier qu'il a fait, c'était avec un tirage tarot. Après, c'est vraiment une créativité absolue. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie. C'est surtout pas de former forcément des tarologues pointus, experts, qui savent exactement pourquoi. Alors, bien qu'on les décortique, les cartes, mais je pourrais prendre pourquoi il y a tant de lignes sur le voile de la papesse. Alors, sur le livre, c'est important, mais on s'en fout. On s'en fout parce que ça ne va pas faire que vous êtes des praticiens de cœur, des personnes intuitives qui vont accompagner les gens. Voilà. C'est bien pour la culture générale, mais ça, c'est un sabotage. Je ne peux pas m'installer parce que j'en sais pas encore assez sur les cartes. Ça, c'est un sabotage. Je vais plus loin que la question du séminaire, pardon. À chaque fois, ça m'embarque. Ben, c'est correct. Merci, Ça va? Caroline. Merci. Ben, je veux juste vérifier aussi ton livre que j'ai acheté. Oui. Est-ce que tu proposes, est-ce que c'est mieux de le faire à partir du bachelor ou tu t'installes avec ton cercle de sagesse et tu demandes qui vient vers moi puis tu piges une carte? Alors, recommence ta question. Par rapport à mon livre, est-ce que c'est mieux de faire quoi? À partir du bachelor, puis ensuite aller à papesse ou tu piges une carte et tu vas à… Alors, tout dépend ce que tu as envie de faire. Si tu veux travailler un peu avec le chemin initiatique, tu les fais les uns après les autres. Et si tu veux te faire des tirages pour toi, tu regardes même dans le sommaire en fonction de ton besoin. Et si tu te dis, ah bah tiens, j'ai besoin de faire un choix puisqu'on était là-dessus, ah bah, je vais aller faire le tirage de l'amoureux qui me permet de faire ça. Donc, c'est les deux à la fois. Voilà, c'est vraiment… de toute façon, la réponse sera toujours… Fais comme tu le sens, suis ton cœur, c'est OK. Et si quelqu'un te dit autre chose, tu t'en fous, tu fais comme tu sens quand même. Et dans la formation, d'ailleurs, vous avez le droit de me répondre ça. Et moi, je vais dire, si, il faut faire comme je dis. Merci beaucoup. Merci. Alors, en même temps, je lis, est-ce qu'il y a un âge limite pour s'installer? Ah oui, Nathalie, tu demandes, est-ce qu'il y a un âge limite pour s'installer? Qu'en penses-tu? Ben non. Ben non. Surtout que plus on avance dans l'âge, plus on a d'expérience de vie. Donc, plus on a une connexion aussi vraiment riche par rapport aux arcanes, par rapport aux expériences de vie. Là, j'ai l'arcane sans nom devant moi. Voilà, les expériences de vie qu'on peut faire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans de ces lames-là, elles sont différentes. Moi, je vous en parle du haut de mes 44 ans, mais quand j'en aurai 54, je vous en parlerai encore différemment, quoi. Et puis vous allez m'en parler différemment aussi. Et c'est pour ça que vraiment, j'insiste à dire, mais si, faites des tirages avec les gens, parce qu'en fait, avec le protocole du tarot psychologique, c'est passionnant parce que les personnes vous parlent du tarot et donc vous apprenez le tarot à travers ce que les personnes vous racontent. En consultation, moi, je suis tout le temps mais complètement bluffée parce qu'on commence toujours en demandant à la personne de s'exprimer sur les cartes, en lui demandant qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent de l'image. Et donc, la personne, elle va vous raconter comment cet archétype-là, il vit à travers elle. Et donc, elle va voir des trucs sur la carte que nous, on n'a pas vu. On a beau étudier le tarot depuis tant d'années, on ne l'a pas vu comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, on commence vraiment le travail à partir du moment où on se met en interaction avec d'autres personnes, parce que le tarot, il est vraiment intéressant quand il est vivant. Donc voilà, donc non, bien sûr, il n'y a pas d'âge limite pour s'installer. Et puis voilà, puis après, vous mixez toutes vos pratiques, bien sûr, avec le tarot. L'idée, c'est de ne pas figer votre intuition. Là, j'en ai moins parlé, mais bien sûr que votre intuition, vous la prenez, votre clairvoyance aussi. Simplement, au lieu d'imposer au consultant notre interprétation, on va se servir de notre feeling, de notre intuition pour aller poser des questions qui vont être a priori pertinentes puisqu'elles vont venir de notre ressenti.
Si on perçoit que la personne, je ne sais pas, elle a beaucoup de colère quand elle s'exprime sur le tarot et qu'on le ressent, bon là c'est assez facile, mais bon, ça peut être un peu caché. On peut tout à fait dire à la personne, j'ai l'impression de ressentir un peu de colère quand vous me parlez de ça. C'est comment pour vous quand je vous dis ça? Vous pouvez vraiment être… Alors, ça, ce n'est pas une intuition, j'entends les guides qui me disent. C'est une intuition, je ressens de vous quelque chose. Et ça, c'est hyper intéressant parce que des fois, le consultant ne s'en rend pas compte. C'est normal. Lui, il nous parle, il nous parle. Et si, on peut aller pointer des choses en disant… Mais quand je vous entends me raconter ça, vraiment, moi, là, je sens… Ou alors, ça peut être, je sens beaucoup de joie. Est-ce que c'est ça pour vous? Il y a beaucoup de joie ou de l'envie. Enfin, en fait, vous êtes vraiment toujours en résonance avec ce qui se passe chez le consultant. Et votre intuition vient avec, parce que bien sûr, vous allez capter des choses. Et ça, vous allez le passer à travers les arcanes. Ça va être vraiment dans votre manière de dire les choses. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Parce qu'en plus, au-delà de tout ça, on sait que les mots, ce sont des vibrations. Et donc, dans la consultation, bon, quand vous êtes à l'aise, pas forcément les premiers temps, ça va se faire, ça va se malaxer. Mais après, vous allez trouver votre manière de formuler les choses parce que quand on formule les choses d'un point de vue énergétique, on agit dans l'énergie de l'autre. C'est pour ça que on a la vigilance sur les prises de pouvoir puisqu'on sait que les mots programment, c'est hyper important. Donc, notre manière de poser une question, de dire quelque chose par rapport au tarot, ben, on sait que déjà, on est en train un petit peu d'aller ouvrir des trucs dans l'énergie de la personne. Donc, c'est hyper subtil, c'est vraiment à sentir, mais ça fait partie de la consultation. Et c'est pour ça que dans la formation, je parle aussi beaucoup du focusing, de l'écoute active, de l'écoute empathique, etc. Parce qu'on vient toujours vérifier chez le consultant comment c'est pour vous quand je vous dis ça ou comment vous êtes quand vous me racontez ça. On prend des pauses et on dit « Ok, comment c'est à l'intérieur de vous là, quand vous me parlez comme ça de ces cartes ou quand on met ça en lumière ?» Pour toujours aller vérifier avec l'autre où il est, qu'est-ce qu'il ressent, comment ça va. Parce que souvent, le consultant, lui, il continue, hein, c'est-à-dire qu'il est en train de dire un truc, mais à l'intérieur de lui, ça continue. Donc, c'est bien de faire des petites pauses de temps en temps pour qu'on vérifie qu'on est sur le chemin au même endroit. Parce que si je suis partie à gauche et que lui, il est parti à droite, on n'est plus du tout au même endroit. En fait, il faut qu'on se retrouve sur la route. Oui, Hélène, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, on va arrêter leur tour. Au revoir, Hélène. Merci beaucoup d'être venue. Ouais. Bon, j'arrête là, hein. Il y aurait encore des millions de choses à dire, mais je vous remercie beaucoup pour votre temps. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que voilà, vous avez envie de dire quelque chose avant qu'on se quitte? Caroline, pour prendre rendez-vous, pas forcément là ce soir parce que je n'ai pas mon agenda sur moi, mais on revient via votre site ou comment ça Oui, se donc, passe? soit il faut cliquer maintenant sur le lien que j'ai mis, puis se l'enregistrer. Ok, Parce que le lien, c'est un lien Calendly tout simple. Donc, il y a des petits créneaux que j'ai réservés. ok, Donc, voilà. Et sinon, si j'ai bien fait mon travail, sur la ouais. plateforme où il va y avoir le replay, normalement, j'ai mis le lien dans la vidéo suivante qui n'était peut-être pas active. Mais en tout cas, il y aura le lien sur la plateforme. Le lien sur la plateforme, ok. Ouais. Donc, et là, je peux prendre rendez-vous. Oui, voilà, il y aura juste à réserver le créneau tout simplement pour qu'on s'appelle. Moi, je demande le numéro de téléphone et puis je téléphone à l'heure où on s'est calé. C'est hyper simple. Voilà. Donc, voilà. Sinon, bah, voilà, faut cliquer dessus et puis faire un petit pomme D ou ça dépend de l'ordi pour enregistrer l'adresse directement dans le moteur de recherche. D'accord, ok. Mais voilà, mais normalement, je vais vérifier qu'il soit vraiment juste sous la vidéo sur la plateforme. Et pour commander votre livre, c'est… Oui, le livre, en fait, maintenant, il n'y a plus que moi qui l'ai. Oui, j'ai Ou vu. les soldeurs, ou Amazon, où il y a des gens qui le vendent 90 € en moins. Ouais, Donc, en fait, il faut me le commander à moi, c'est tout simple. Il suffit de je peux m'envoyer un le… petit mail avec l'adresse postale et puis on Voilà, me fait un petit virement PayPal et puis moi, je le poste. d'accord, On est à deux à poster, là. Il suffit de me demander par mail, tout simplement. d'accord. Ouais, j'en ai récupéré de l'éditeur Oui, parce qu'après, il n'y en a plus. Mais j'en ai encore pas mal sous mon d'accord, escalier, hein. ok, Ouais, ouais, ouais. Je vois super. Khadija qui me demande le tarif et tout ça. Mais on va parler de ça au téléphone. On en parlera au téléphone parce qu'en fait, je donne les infos à partir du moment où ça vous sert. Oui,
Donc voilà, tout ça, on va en parler, il n'y a pas de souci, parce qu'aussi bien, ce n'est pas ça qu'il faut. Mais je comprends, hein, c'est normal de vouloir, et le tarif, et le temps, et le truc, et tout ça. Mais en fait, c'est pour ça que je préfère en parler au téléphone, parce que pour vérifier que c'est fait pour vous. Puis après, pour les financements, tout ça, on en discute. Donc, il n'y a aucun souci. Je donne tous les détails et toutes les infos pendant les rendez-vous téléphoniques. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Bon, eh ben, merci à tout le monde. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc Khadija, n'hésite pas à prendre le rendez-vous téléphonique, même si tu sais pas du tout si c'est fait pour toi. Justement, on en discute, parce qu'aussi bien, c'est autre chose. Aussi bien, on peut se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas ça, mais c'est autre chose. Donc, dans ce cas-là, on envisage un autre accompagnement. Voilà, il y a tellement de possibilités qu'on parle de tout ça au téléphone. Bon, eh ben, merci beaucoup pour votre attention ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un petit mail, hein. Je serai ravie d'y répondre. Très belle soirée à toutes et tous. Bye bye. Merci, merci.